Bonjour, bienvenue. Donc, je suis le premier à passer pour parler du biomimétisme. Alors, je vous avoue qu'au début, je n'ai pas compris pourquoi la BPI m'avait demandé le biomimétisme. J'ai une société qui fait de l'éco-pâturage, c'est-à-dire c'est de l'entretien des espaces verts par le biais de moutons. Et dans le principe, en fait, on va chercher des éleveurs qui sont à proximité de nos clients pour leur permettre de mettre en place l'éco-pâturage. Et donc pour l'éleveur, ça lui permet d'avoir un complément de revenus et une sécurisation fourragère. Donc voilà, en gros, le biomimétisme, c'est aller chercher son inspiration pour une innovation dans la nature où l'on trouve des stratégies à la fois performantes, efficientes et résilientes. Performantes, c'est-à-dire capable de réaliser, il ne faut pas trop que je bouge avec mon truc, de réaliser des bonnes performances compétitives. Efficient, c'est-à-dire que ça aboutit à des bons résultats avec un minimum d'efforts et de dépenses. Et résilient, ça vient du latin résilire, sauter en arrière, capacité à être déformé puis retrouver sa forme originelle. Et en gros, l'éco-pâturage, pourquoi il répond à ces choses-là? Performant, parce que ça permet déjà d'avoir l'entretien des espaces verts des entreprises en limitant l'utilisation des engins thermiques et donc d'avoir ce résultat qu'on attend. Sur la résilience, on a un minimum d'effort parce que ce n'est pas nous qui travaillons, ce sont les moutons. Et donc ils avancent doucement à leur rythme avec à chaque fois leurs besoins qui doivent être retrouvés. Et donc c'est là où c'est important que les éleveurs passent régulièrement sur les sites, c'est pour voir déjà si les animaux vont bien et si jamais on a aussi une ressource fourragère qui est en adéquation avec les besoins nutritionnels des animaux. Et enfin, résiliente, pourquoi? Parce que finalement, c'est le b.a.-ba d'un mouton, c'est de consommer de la végétation. Et donc, c'est en fait de pouvoir consommer cette végétation pour que derrière, elle puisse repousser de manière plus performante. En gros, le biomimétisme, il permet quoi? De relever les défis du développement durable d'un point de vue social. Alors socialement, la belle solution, nous, on permet aux éleveurs, comme je l'avais dit déjà en introduction, d'avoir un complément de revenus et une sécurisation fourragère. Autant les 2 dernières années, on a eu pas mal d'eau, autant 2022, ça a été très sec. Et donc pour les éleveurs, d'avoir cette capacité d'aller chercher à l'extérieur des ressources fourragères leur a permis sur leur exploitation d'avoir en fait une réserve et de pouvoir faire du foin dessus et donc de pouvoir nourrir leurs animaux alors que la plupart des éleveurs achetaient des ressources fourragères. Environnemental, pourquoi? Parce que le mouton, c'est une tonte lente. C'est-à-dire qu'il va mettre 1 semaine à 2 semaines à tondre un carré, là où une tondeuse va mettre 1 heure à 2 heures. Et cet effet-là, il est bénéfique pour les plantes, déjà parce qu'on voit là où on a mis des moutons, on a des orchidées qui recommencent à pousser. Les orchidées n'étant pas consommées par les moutons, ça leur permet d'arriver à leur stade de maturation, floraison, et donc d'avoir un cycle complet. Et puis pour les insectes, quand vous passez avec une machine, il n'y a pas un détecteur qui vous dit attention libellule, attention fourmis, non, tout y passe. Les animaux, eux, puisqu'ils ont un tracé, donc ils font plusieurs allers-retours, ça laisse aussi la possibilité aux insectes de pouvoir également trouver leur place dans cet écosystème. Et je rajouterais qu'on a aussi les excréments des animaux qui sont une source notable d'alimentation pour certains insectes, et notamment pour les pollinisateurs qui vont trouver dans les fesses des animaux, alors fesses, F-E-C-E-S bien sûr, dans le caca, quoi, trivialement, et des oligos qui vont leur permettre d'avoir aussi une alimentation qui leur est propre. Et économique, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est tous d'accord pour faire des efforts pour la planète. Il ne faudrait pas que ça vienne à coûter plus cher, quoi. Et donc, en gros, dans notre système, on arrive à trouver quelque chose qui coûte moins cher à nos clients, qui permet en même temps d'avoir un complément de revenus pour les éleveurs, et donc d'avoir quelque chose qui soit assez équitable pour tout le monde et que tout le monde s'y retrouve. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que c'est facile de trouver des éleveurs? Ça va beaucoup dépendre de l'endroit où on se place.
Dans le sud-est, vous avez une énorme production de moutons. Alors c'est vrai qu'on travaille principalement avec des moutons. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai monté cette société, c'est mon père qui est éleveur de moutons dans l'Oise. Et l'élevage dans le milieu agricole, c'est quand même le parent pauvre de l'agriculture. Et donc, c'était de trouver une idée qui permette à la fois d'avoir un complément de revenus et une sécurisation fourragère. Donc, on va avoir plus de difficultés à trouver des moutons dans l'ouest, dans l'est, et après, on arrive à en trouver à peu près partout. Mais on est capable de travailler également avec des vaches, avec des poneys. En fait, l'intérêt de travailler avec des éleveurs qui soient à proximité des sites, c'est qu'ils ont des animaux qui sont déjà en adéquation avec le territoire sur lequel ils sont. Et ça, c'est important parce que vous avez une végétation qui va être différente en fonction que vous soyez au nord, au sud. Clairement, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes choses. Et donc, de pouvoir faire ces partenariats-là, bah, ça a du sens d'un point de vue aussi simplement normal quoi, pour la consommation des animaux. Et après, c'est d'avoir des éleveurs qui se disent « oui, je suis capable ». Dans le sud-est, les gars amènent leurs moutons dans les alpages. Donc ils sont à Avignon et ils vont dans les montagnes. Ça leur fait déjà 2-3 heures de trajet. Dans le centre, quand vous leur dites qu'il faut aller à 5 km, les gars ils disent « ah non, non là c'est trop loin, c'est trop compliqué ». Donc c'est aussi d'avoir la façon dont gèrent les troupeaux, aussi a un impact sur la capacité qu'on a à développer cette solution. Oui. Pour amener les... Alors pour le transport, c'est en général les éleveurs qui s'occupent d'amener et de retirer les animaux. De la même manière, c'est à eux qu'on demande d'aller surveiller leurs troupeaux. On demande à ce que ça soit fait à minima, une fois par semaine. Pourquoi une fois par semaine? Parce qu'on sait qu'on a des gens qui sont sur les entreprises et qui sont sollicités. Dès qu'on a un mouton qui boite, eh ben, on sait qu'il y a tout de suite un appel qui se fait. Et en règle générale, une semaine, ça permet d'avoir un bon espace-temps. Le but, c'est aussi que ça ne soit pas, d'un point de vue écologique, si on doit faire des allers-retours, en règle générale, on a 30 km. Nos éleveurs sont à 30 km des sites. Et donc, si on lui dit tous les jours, bah, tu fais 60 bornes, autant reprendre les tondeuses et puis continuer la chose. Donc, en général, c'est eux qui gèrent ça. L'approvisionnement en eau également. Alors, pour la petite histoire, dans le sud-est, par exemple, on a des éleveurs qui ne mettent pas d'eau à leurs moutons entre mai et juin. Et c'est vrai que les clients disent, bah attendez, ils n'ont pas d'eau, c'est pas normal. Sauf que c'est des professionnels, eux, ils ont besoin d'avoir leurs animaux pour après les revendre. Donc si jamais ils font en sorte que leurs animaux meurent, ça ne peut pas fonctionner. Et en gros, nous, quand on met de l'eau dans nos animaux sur les sites, avril-mai, en fait, l'eau n'a pas bougé et elle verdit, donc on est obligé de jeter l'eau pour en remettre. En gros, en avril-mai, vous avez la rosée. La rosée du matin va apporter un bon paquet de la nécessité en eau pour les animaux et on est sur une végétation qui est plus tendre, plus hydratée et donc qui comble à peu près la totalité des besoins en eau pour les animaux. Voilà. Et autre chose, donc l'élevage en tout cas a un vrai sujet, c'est la prédation. Donc on parle des loups, on parle des chiens errants, on parle de tout ça. Le fait d'être dans des sites qui soient sécurisés permet aussi à des éleveurs dans des zones où il y a un fort impact de loups d'avoir cette sécurité renforcée avec du gardiennage, avec des clôtures qui sont à 2 mètres. Et donc c'est aussi un co-bénéfice pour chacun. On a des éleveurs qui passent régulièrement sur certains sites, on est très spécialisé sur tout ce qui est le photovoltaïque. Le fait d'avoir des éleveurs qui passent de manière erratique et régulière permet aussi d'apporter une sécurité. Et la semaine dernière, sur un site à Annette-sur-Marne, donc pas très loin, on a un éleveur qui a surpris des gens en train de voler du câble. Donc ce qui a permis aussi d'avoir une réactivité, de pouvoir prévenir les clients, la gendarmerie et d'apporter une certaine sécurisation aussi. Mais on ne fait pas payer la prestation gardiennage, je vous rassure. Enfin, on est vraiment sur l'entretien. Merci beaucoup Armand. C'est moi, merci à vous. N'hésitez pas à prendre en photo le QR code si ça vous intéresse pour être mis en relation. Je te laisse. C'est toi qui passes ou... Ouais, normalement c'est moi qui passe. Ouais. C'est bon. Voilà. Et là, l'écran, hop, diaporama. Et Voilà. c'est à toi. 1, 2, 2. Ouais. Bonjour.
Bonjour à tous, je suis Romain Desnains, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc je suis le fondateur de Bioteos et chez Bioteos ce que nous faisons c'est que nous améliorons la qualité de l'air des espaces intérieurs avec des algues microscopiques. En fait ce qu'on a fait c'est qu'on a développé une technologie autour des algues microscopiques. Ça fait depuis 2021 qu'on est créé, aujourd'hui on est une équipe de 16 collaborateurs et on a utilisé une solution donc, qui est naturelle en s'inspirant de la nature justement pour améliorer la qualité de l'air dans vos espaces intérieurs. En fait on est parti d'un constat assez simple, c'est que tout simplement, en fait, on respire un air qui est très pollué en espace intérieur. On dit souvent, l'OMS dit que l'air est 5 à 7 fois plus pollué en intérieur. En fait, les vrais chiffres, c'est que l'air intérieur dans les espaces tertiaires, ça peut monter à 10 fois, voire 20 fois supérieur à ce qu'on retrouve en extérieur. Et donc, c'est face à ce constat un petit peu qu'on s'est intéressé à cette problématique pour créer Oxylonès. Oxylonès, donc, qui est un purificateur d'air biologique qui repose sur l'utilisation d'algues microscopiques pour améliorer la qualité de l'air dans les espaces intérieurs. Il repose donc sur un brevet aujourd'hui à l'international. On consomme l'équivalent d'un ordinateur portable en énergie, donc pas grand-chose. En plus de ça, on est le premier système traitant les composés organiques volatiles. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, mais c'est tout ce qui est mauvaise odeur qu'on va retrouver dans les espaces. Quand on met un tupperware en plastique dans un micro-ondes, quand on va mettre du nouveau mobilier, qui va venir justement de l'étranger avec du mauvais vernis. Et bien en fait tout ça fait qu'on a énormément de composés organiques volatiles dans les espaces intérieurs. Et donc nous on a développé une solution naturelle qui enlève les composés organiques volatiles, à la fois les virus, poussières ou encore le formaldéhyde. Il va donc à la fois stériliser l'air de ces espaces et il va purifier donc, et ventiler un espace qui va jusqu'à 250 mètres carrés. Si jamais vous voulez le voir, il est juste là-bas. Après, vous pourrez voir la lumière verte. Vous pourrez être guidé là-bas. En fait, aujourd'hui, on s'attaque au problème de la filtration de l'air qui repose sur l'utilisation de filtres physiques et qui sont jetés à la poubelle chaque année. Chaque année, en fait, vous pouvez le voir ici, on a à peu près 160 000 tonnes de CO2 générées à cause des filtres physiques. À cause de ces filtres physiques, alors que nous, en fait, aujourd'hui, on a une solution qui est entièrement écologique et qui ne génère pas de déchets, qui sont les algues. Les algues, alors pourquoi les algues? Eh bien tout simplement, les microalgues ont un pouvoir de photosynthèse 4 fois plus efficace que celui des arbres. Et en plus de ça, elles sont capables d'utiliser certains polluants atmosphériques pour se développer. Et donc nous, ce qu'on a fait, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est qu'on a développé une technologie brevetée que vous pouvez revoir ici, qui nous permet de mettre en relation les polluants de l'air avec les algues. Les algues vont se développer grâce aux polluants et on va ressortir un air purifié. Et on va passer par un néon UVC qui va enlever virus et bactéries. On a prouvé que ça fonctionnait, comme vous pouvez le voir là-haut, avec justement la machine qui avait été installée sur une station de métro, la station de l'île Flandre, avec des capteurs à différents endroits de la station. Et résultat, la partie verte qu'on voit ici, c'est comme si on respirait l'air de la campagne, mais cette fois-ci dans le métro. On a également prouvé notre efficacité contre les composés organiques volatiles avec l'INRAE, où on a justement mis en place des capteurs pour mesurer tout ça. Et pour vous présenter un petit peu plus concrètement, on l'installe alors aujourd'hui dans différents types d'espaces, que ce soit des salons VIP, des espaces de cafétéria, des open space ou même encore directement dans des halls d'accueil, là où il est la pollution. Par exemple, juste à côté ici, à l'IESEG, ou là c'est à l'IESEG par exemple. Et je vous disais que c'était entièrement naturel, c'est-à-dire que tous les mois, les microalgues qui vont se développer grâce aux polluants, on va les envoyer dans une cuve annexe qui est accessible par les collaborateurs pour récupérer une petite fiole de biostimulant. En fait, c'est le filtre. Les microalgues sont développés grâce aux polluants. Au lieu de les jeter à la poubelle comme des filtres classiques, on propose aux collaborateurs qui ont implanté nos solutions de récupérer ce filtre et de le réutiliser comme biostimulant. Et en fait, c'est un engrais naturel qui permet de booster la croissance des plantes et favoriser le développement des plantes, tout simplement. Donc, comme je le disais, en fait, c'est le premier filtre 100% renouvelable dans le sens où il n'y a pas de déchet qui est généré et tout est réutilisé. On est une entreprise donc 100% française où donc on est bien basé dans les Hauts-de-France, on est basé à Tourcoing, mais tous nos fournisseurs sont un peu dans les environs. On a toute la partie impression 3D qui concerne l'intérieur de nos machines qui se fait directement dans nos locaux à Tourcoing. Et là par exemple là c'est un cas client concret où vous voyez en fait là c'est un peu ce qu'on fait, un état des lieux au début où on met des capteurs, on voit le niveau de composés organiques volatiles, l'humidité, CO2 et les différentes particules fines. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie un peu l'espace. On voit, donc là, c'est une cafétéria de 530 mètres carrés. On regarde un peu les systèmes d'extraction d'air.
on met en place les produits adaptés justement aux besoins, et ce qui nous permet de couvrir tout l'espace et ensuite d'avoir ce type de résultat. Où on a par exemple ici moins 90% en termes de composants volatiles, l'humidité qu'on va rehausser un petit peu parce que dans les espaces tertiaires on a souvent un air qui est trop sec, et ensuite le CO2 on n'y touche pas, les particules fines on a également un impact. Voilà, aujourd'hui on compte une trentaine de boîtes qui nous accompagnent, en tout cas qui sont chez nos clients. Et si vous êtes intéressé, avec plaisir d'échanger là-dessus. Merci. Et s'il y a des questions, du coup, pour Romain, n'hésitez pas à continuer les discussions dans l'espace juste à côté. Là, on va enchaîner avec le pitch suivant. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Le QR code pour le pitch précédent, si jamais. Et du coup, c'est à toi. Il y a une petite, ouais, comme ça, tu peux passer les slides. Ouais, ça fonctionne bien. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de biomimétisme comme une solution pour réinventer le futur avec l'intelligence du vivant. Et pour ça, on va faire un retour en arrière et on va comprendre en quoi le vivant propose des propriétés qui sont absolument remarquables. Ça fait 3,8 milliards d'années que le vivant évolue, et avec cette évolution, par ce processus, il sélectionne des réponses qui sont pertinentes par rapport à son environnement. On a par exemple l'idée que dans le vivant, il y a un cahier des charges que l'on peut transposer par rapport à nos innovations. On aura par exemple l'idée que fonctionner avec une énergie largement disponible, c'est ce qui se fait dans le vivant, parce que c'est ce qui se fait de mieux. L'énergie est largement disponible, comme ici l'énergie solaire, avec le phénomène de photosynthèse qui sert largement à la croissance de ces espèces. Dans un second temps, évoluer dans un système fermé. Effectivement, sur la planète, on évolue dans un système fermé avec des ressources qui sont limitées. Et pour reprendre des cours d'économie et les citations de Serge Latouche, celui qui croit qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible est soit fou, soit un économiste. Alors, effectivement, une fois cette proposition faite, l'idée c'est de pouvoir comprendre que le vivant recycle. Il n'y a pas de déchet dans le vivant. Un déchet pour l'un est une ressource pour l'autre. Le vivant utilise également des ressources qui sont locales et abondantes, effectivement, puisqu'il dépend directement des ressources qui l'environnent. Il est important qu'il puisse s'approvisionner localement. Certaines espèces, par exemple, n'ont pas de mobilité directe, comme les arbres, et donc puisent leur énergie directement dans les sols ou par la photosynthèse. Utiliser des ressources locales et abondantes, c'est un paradigme qui ne ressemble que très peu à ce qui est fait actuellement et qui peut largement nous inspirer donc, dans ce phénomène. On peut également parler de chimie du vivant. Si on s'intéresse aux éléments constitutifs de la matière vivante, les éléments du tableau périodique qui la composent sont au nombre principalement de 6. Dans nos activités économiques, on utilise beaucoup d'éléments du tableau périodique qui sont parfois des matériaux rares et dont l'extraction est très coûteuse pour la biodiversité, pour la vitalité des sols. Et donc, la chimie du vivant est nécessairement sobre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il y a aussi le phénomène de recyclage qui s'en inspire. Recycler des éléments qui sont abondants, disponibles et très peu nombreux, c'est aussi plus facile. Donc le vivant fait preuve de sobriété et par définition du coup d'efficience pour les mécanismes de survie et la conservation d'énergie. Le vivant a nécessairement besoin de s'économiser en énergie pour fuir, pour lutter, pour se nourrir, pour chasser. Et donc ce principe d'efficience, c'est donc d'économiser son énergie pour l'allouer lorsqu'elle est nécessaire aux bonnes tâches. Ça nous invite aussi à penser à la multifonctionnalité, dont on va parler avec des exemples juste après. La multifonctionnalité dans le vivant, c'est aussi un principe de sobriété et d'efficience. Si on peut utiliser un même mécanisme à plusieurs fins, alors on va parler de multifonctionnalité. Dans le vivant, on a des phénomènes également de coopération et d'adaptation qui sont très importants. Dans le vivant, les principes fondateurs, c'est plutôt la résilience et la robustesse que la performance. La performance économique, par exemple, n'aurait que très peu de sens dans le vivant, et la performance à court terme, de la même manière, n'est pas un objectif de survie.
Pour perdurer dans le temps, les écosystèmes nouent donc des alliances entre elles, qui sont des relations symbiotiques, où les espèces se rendent des services mutuels dans des objectifs gagnant-gagnant. On a donc une vraie compréhension sur ce mécanisme de résistance et de robustesse que le vivant n'a pas intérêt à exploiter non plus ses ressources trop rapidement, mais plutôt à les préserver. Ici, on a 3 exemples qui sont plutôt inspirants par rapport à ces phénomènes. Et on va commencer par celui qui est tout à gauche, qui est la toile d'araignée. L'araignée produit des fils de soie avec des glandes qui sont différentes et qui, en fonction des usages et sur une même toile, ne seront pas forcément les mêmes. Le fil d'araignée, il est 3 fois plus léger que le Kevlar, qui est pourtant utilisé dans les gilets pare-balles. À masse égale, il est plus résistant. Il est 5 fois plus léger que l'acier. Et ce n'est pas tout. Il a une résistance mécanique qui est impressionnante. Le fil d'araignée, il lui permet également de protéger ses cocons. Et donc, l'utilisation qui en est faite n'est plus une utilisation avec des fils qui sont collants, qui servent aussi pour la chasse. En termes d'information, la toile d'araignée, elle est très pertinente. Lorsque la toile d'araignée permet d'attraper des proies, la constitution de la toile d'araignée permet à l'araignée de comprendre quel type d'espèce a été chassée dans sa toile. La toile d'araignée, elle sert aussi à se déplacer directement avec son fil, mais elle sert aussi à s'envoler à plusieurs kilomètres d'altitude, à plusieurs centaines de mètres des côtes. Et donc on a aussi un mécanisme de mobilité qui est permis par cette toile d'araignée. Au milieu, on a une feuille de lotus qui est souvent connue comme un exemple de superhydrophobie, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer l'eau dans ses tissus. Et comment est-ce que ça se compose et ça se réalise? Si on va chercher l'échelle nanométrique et micrométrique, on a un agencement du tissu qui ne laisse pas passer l'eau, qui est bien spécifique, en surface, et qui lui confère cette propriété de superhydrophobie. Lorsqu'on vient s'intéresser à d'autres modèles comme celui de l'os, qui pèse à peu près 12% de votre corps, qui évolue au fur et à mesure de votre vie, vous avez à l'intérieur de la composition de l'os une structure poreuse. Je vous l'apprends peut-être, mais cette structure poreuse, elle évolue au fur et à mesure de votre vie en fonction des zones de force que vous allez solliciter. Cette évolution et cette structure poreuse, elle permet notamment le déplacement. Si vos os étaient pleins, vous serez beaucoup plus empêché de pouvoir vous mouvoir. Et donc, on a une structure qui est relativement adaptée à la mobilité, à la résistance mécanique, notamment pour les chocs. Et lorsque l'on fait un exercice biomimétique, on va commencer à comprendre que si on mixe ces deux modèles, on va pouvoir commencer à s'adresser à des enjeux, notamment ceux du bâtiment. La feuille de lotus, elle permet d'inspirer notamment des peintures auto-nettoyantes. Puisque l'eau ne s'intègre pas dans les tissus, ici avec la feuille de lotus, elle permet avec son effet déperlant de pouvoir nettoyer les façades directement. Moins d'utilisation de produits toxiques, moins de nettoyage, moins d'usage de l'eau. C'est aussi une solution qui est inspirante. Mais quand on vient maintenant la mixer avec ce principe de l'os, on peut commencer à comprendre que sur un bâtiment, en surface, on peut s'intéresser justement à utiliser des matériaux dont l'extraction coûte moins d'énergie, puisque ici vous avez la structure poreuse, l'extraction, le déplacement, la logistique est moins coûteuse en énergie, mais également en mixant ces deux modèles, vous commencez à faire de la biomimétique. Adapter les bâtiments avec ces deux modèles permet d'avoir de l'hydrophobie, permet d'avoir des structures qui sont plus légères, qui coûtent moins d'énergie à l'extraction et à la logistique, qui ont tout autant de performances mécaniques. En fait, finalement, ce qu'on utilise aujourd'hui dans le bâtiment avec des poutres pleines, par exemple, ne fait pas forcément sens. Quand on commence à comprendre ces phénomènes et en quoi le biomimétisme peut être intéressant, on peut aller s'intéresser aux différentes échelles. Ici, on était plutôt à l'échelle du matériau, à l'échelle de l'objet, qui est une première échelle ici, l'approche fonctionnelle. Et lorsqu'on va commencer à s'intéresser à intégrer cette réflexion à une échelle plus large, celle d'un bâtiment, celle d'un quartier, on va pouvoir adresser des échelles écosystémiques et des échelles territoriales. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à ces applications et reproduire cette méthodologie dans des processus qui adressent à la fois les matériaux, les objets, comme les bâtiments, puis des villes et des quartiers. Les outils et les méthodologies sont plutôt récentes.
Ça fait depuis les ouvrages de Janine Benyus qu'on commence à comprendre le cahier des charges du vivant, les principes inspirants du vivant. Et au CEBIOS, nous développons des outils et de la méthodologie pour rendre accessible justement cette approche cognitive qu'est le biomimétisme. Par exemple, on a pu étudier comment est-ce que les enveloppes de bâtiments pourraient être bio-inspirées, multifonctionnelles, pour répondre à des problématiques, par exemple d'hydrophobie, d'isolation, d'échange de température, et donc avoir cet aspect de multifonctionnalité. Également, à l'échelle territoriale, une thèse d'Eduardo Blanco a été réalisée sur la compréhension des services écosystémiques dans la construction des villes durables et des projets urbains durables. En termes de méthodologie, donc, le CEBIOS porte des efforts conséquents pour rendre accessibles les principes qui permettent de faire du biomimétisme. Je vais maintenant vous parler d'exemples concrets qui ont été inspirés, que vous connaissez peut-être. Vous avez à gauche, par exemple, un phénomène de convergence évolutive quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le vivant, et notamment dans les espèces marines. Ce qu'on appelle une convergence évolutive, c'est un phénomène d'évolution, un principe inspiré du vivant, que l'on retrouve chez différentes espèces, et qui donc paraît, par le processus de l'évolution, être le modèle le plus pertinent et qui a été sélectionné au fur et à mesure de 3,8 milliards d'années d'évolution. Ici, la nageoire, lorsqu'on abstrait le principe, on comprend que c'est une membrane ondulante. Et une fois qu'on a compris que la nageoire était une membrane ondulante, on peut légitimement se poser la question notamment de savoir si les hélices sont performantes dans l'eau et si le principe est pertinent. Mais pas seulement. En fait, lorsque Phoenix développe un moteur inspiré de la membrane ondulante, il remplace l'énergie thermique par l'énergie électrique. Il remplace également le système de manutention par un système qui est très simple. La pollution des moteurs thermiques est directe par rapport à son environnement. Elle se disperse dans son environnement proche. Ici, pas de rejet direct dans l'eau. Donc une approche qui est relativement novatrice. Et également, vous avez pu, je pense, tous voir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et certains des bateaux étaient équipés notamment dans la parade d'ouverture par ce moteur Phoenix. On a donc ici un transfert, un bel exemple de biomimétisme entre le principe inspiré du vivant, la membrane ondulante, qui inspire le moteur de bateau, avec une manutention qui est plus simple, avec une sobriété énergétique, avec une intégration des écosystèmes, moins de pollution. Mais c'est pas tout. Une fois qu'on a compris que ce phénomène pouvait avoir lieu, on peut le transférer, et c'est là toute la puissance du biomimétisme. Quand on a compris aussi que les débits d'eau étaient moins perturbés au niveau de l'hélice, au niveau de la membrane, pardon, on peut aussi appliquer ces principes dans d'autres domaines d'application. Une entreprise qui s'appelle CoreWave, qui crée des pompes cardiaques, a réussi à réduire ces pompes cardiaques de taille, les rendant plus légères, moins consommatrices en énergie. Et également, le débit sanguin a été amélioré, ses performances ont été améliorées grâce à ce principe-là. Les flux sont mieux répartis et le système de pompe, en fait, est beaucoup plus efficace avec cette membrane ondulante. Donc on adresse des secteurs qui sont complètement différents entre la mobilité, l'énergie, la santé. Et on pourrait aller chercher des exemples, par exemple, dans la cosmétique, dans le bâtiment, dans l'aviation, dans l'aéronautique, dans le nautique, qui sont absolument pertinents. À droite, vous avez un autre modèle qui est assez connu, qui est l'Eastgate Building, qui date de 1997, des années 1990, et qui s'inspire directement de la termitière. Pourquoi la termitière est intéressante? Parce que les termites, dans un environnement désertique qui est très aride, très chaud la journée et qui se refroidit le soir, est particulièrement intéressant dans la manière dont se sont adaptés justement les termites. Parce qu'en créant ces termitières, elles ont aussi implémenté des cheminées qui permettent l'autorégulation de leur termitière entre les différences de température et qui est pertinente dans un processus d'évolution. Ce bâtiment, il n'est donc pas équipé de ventilation active. C'est une ventilation passive inspirée directement de la termitière. Et donc, on peut légitimement se poser la question de la pertinence de pouvoir installer des climatisations individuelles dans les maisons, alors qu'il y a des principes inspirés du vivant qui peuvent nous permettre de faciliter la circulation de l'air dans ce type de bâtiment et d'infrastructure. L'une des problématiques à laquelle le biomimétisme pourrait faire face, c'est sa complexité en termes de transfert de langage et de compréhension des modèles entre la biologie et l'ingénierie. Et pour répondre à cette question,
le biomimétisme est plutôt en avance de phase sur les questions d'intelligence artificielle et se sert justement de l'actualité de l'intelligence artificielle générative pour favoriser la fouille de la donnée biologique et la rendre accessible. Le CBIOS, depuis 2021, travaille sur une intelligence artificielle générative qui permet, en fonction de la problématique fonctionnelle que vous rencontrez, de pouvoir poser la question à cette IA et à comprendre quels sont les modèles qui peuvent inspirer des réponses à ces problématiques fonctionnelles. Asteria, c'est une spin-off du CBIOS. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui existe à part, qui est intégrée dans la coopérative directement du CBIOS, dont je vous parlerai juste après. Et donc, l'ambition de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle générative dans cet aspect-là, c'est de pouvoir rendre accessible cette approche cognitive au plus grand nombre. Enfin, la coopérative CBIOS est une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, à but non lucratif, qui développe, on l'a vu, des méthodologies, des outils et qui accompagne des projets de R&D, d'habitat, de territoire depuis 10 ans. On fête nos 10 ans cette année et c'est une coopérative qui rassemble des expertises sur de nombreux domaines d'application, qui permet notamment de capitaliser sur la force d'un collectif sur toutes les dimensions du biomimétisme, avec une équipe de designers, d'architectes, d'ingénieurs, de biologistes qui répondent à ces problématiques industrielles et d'habitat ou de territoire. Et donc un vivier de plus de 80 biomiméticiens qui inventent chaque jour ce nouveau métier et qui résolvent ensemble les nouveaux défis de la R&D et de l'habitat et des territoires bio-inspirés. Je vous remercie.